Je suis né en France, là où a vécu toute ma famille depuis son immigration de la Tunisie vers la France, il y a un siècle. 13 personnes de ma famille, dont 7 du premier cercle, ont été déportées vers Auschwitz. Mon père, un de ses frères, ses trois sœurs, son père et l'épouse de son père. Mon père, Victor Driet, fut déporté à Auschwitz en 1944. Il fut rescapé comme le furent sa sœur Esther et son frère Jacques. De l'expérience de mon père, il me reste des échanges et un petit livret sur lequel il avait noté les faits et dates de tout ce qu'il avait vécu. Agrégeant ces éléments à d'autres, le présent témoignage vous propose de visiter la vie de la famille Driet, depuis son installation en France jusqu'à la déportation. On peut penser que la famille Driet est un prolongement des habitants de l'Oued-Dra, rivière du sud marocain, dont la vallée a été occupée par des tribus juives. De cette région proviennent les noms de Dray, Draï, et il est probable que Driet en soit également originaire. Une part d'erreur existe, car il est possible aussi que ce nom ait des sources du côté de l'Algérie. En effet, bien des Dray ou Draï sont d'origine algérienne. Pour exemple, Raphaël Drey, célèbre professeur juif, qui nous a quittés en 2015, est né à Constantine, en Algérie. En 1866 naquit Charles Driet, puis la famille s'est agrandie par la venue des autres enfants. L'un d'entre eux, Élie Driet, mon grand-père paternel, est né le 8 juillet 1875 à Tunis. La famille a commencé son immigration en direction de la France vers la fin du XIXe siècle, certainement vers 1890. Selon mes sources orales, Charles a immigré en premier, dans l'objectif de prendre connaissance du pays et de préparer l'émigration du reste de la famille. Quelle fut la vie des Driet à leur arrivée en France vers 1890? Juifs séfarades, parlant peu le français, élevés dans le respect de la religion hébraïque, loi religieuse pour certainement seul code social et unique culture, on peut imaginer les difficultés qu'ils ont dû affronter. D'autant plus que les années 1880 et 1890 furent celles des années Dreyfus, scandale abominable, accusant faussement le capitaine Dreyfus pour couvrir une affaire d'État, sur fond d'antisémitisme. C'est certainement par souci de protection de leur communauté que les Juifs de Tunisie se sont installés proches les uns des autres. Il n'est pas surprenant que les Driets furent ainsi voisins des Seknazis et donc des Taïeb. La famille Seknazi est également une famille de Juifs séfarades en provenance de Tunis. L'une des filles de la famille Seknazi, Esther, fut l'épouse de Menachem Chai Taïeb, et Julie Taïeb fut l'un de leurs enfants. Julie Taïeb vint au monde le 8 février 1892, dans la ville de Tunis. Plus tard, Julie Taïeb rencontrera Élie Driet et deviendra son épouse et ma grand-mère paternelle. Le 26 septembre 1911, à la mairie du 10e arrondissement de Paris, fut célébré le mariage d'Élie Driet et de Julie Taïeb. Élie était alors âgé de 36 ans, exerçait la profession de garçon forain et était domicilié chez sa mère au 39 Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Le mariage de Julie Taïeb et de Élie Driet fut célébré en présence de deux témoins, Charles Driet, 44 ans, tailleur, frère de Élie, et Joseph Seknazi, 42 ans, également tailleur, oncle de Julie. À la lecture de cet acte de mariage, on peut penser que les deux familles se sont connues également par le lien professionnel. Un an plus tard, le 13 août 1912, à Paris 10e, naissait Esther et Émilie, leur premier enfant. La naissance fut enregistrée au 39 Faubourg Saint-Martin, tout simplement parce que l'accouchement eut lieu à domicile. De son second prénom, Émilie, Esther héritera du gentil surnom de Lily. Et c'est le 24 décembre 1916, au 15 rue Santerre, dans le 12e arrondissement de Paris, que naquit Victor Driet, mon père. Le lieu de naissance étant différent de celui du domicile, on peut penser que l'accouchement eut lieu dans un hôpital. La fin de la Première Guerre mondiale se présentait à portée d'espérance, les uns et les autres assurant la main sur le cœur que ce serait la dernière. Mais l'armistice fit place à une autre guerre, celle de la maladie, qui ravageait la France. La grippe espagnole de 1918 tua des milliers de personnes et n'épargna pas la famille Driet. Julie fut atteinte par la maladie et mourut le 9 novembre 1918, avec le bébé qu'elle était sur le point de faire naître. Ainsi, à la date du décès de Julie Taïeb,
Élie a deux enfants à élever, Esther, âgée de 6 ans, et Victor, âgé de 2 ans. Il m'a été dit que la famille Taïeb a incité Emma, l'une des sœurs de Julie Taïeb, à épouser Élie. Le 21 août 1919, c'est-à-dire 9 mois après le décès de Julie, Élie épousa Emma, devant les officiers de l'état civil de la mairie du 10e arrondissement de Paris. À cette date, Élie exerçait le métier de garçon de magasin. Emma était sans profession. Les parents d'Emma habitaient au 16 avenue de Paris à Tunis. Le 16 juillet 1922 naquit Jacques-Simon Driet, le premier enfant de l'union d'Élie et d'Emma, et le troisième enfant d'Élie. La naissance fut enregistrée dans la mairie du 12e arrondissement de Paris. Élie avait alors 47 ans et Emma 24. Élie et Emma eurent trois autres enfants, Madeleine, née le 5 juin 1931, Jean, né le 28 mars 1935, et enfin Suzanne, née le 9 mars 1939. Toutes les naissances eurent lieu à Paris 12e. Lors de la naissance du dernier enfant, Suzanne, Élie avait 64 ans et Emma 41 ans. Ainsi, en 1939, la famille d'Élie Driet comportait 6 enfants. Vers 1937, mon père Victor, connu pour être relativement indépendant, avait quitté Paris, d'abord pour faire son service militaire, puis pour vivre sa vie d'homme. Si bien que la famille parisienne réunissait Élie, Emma et leurs 5 enfants, Esther, Jacques, Madeleine, Jean et Suzanne. Esther avait construit à cette date une vie personnelle, avec une première union et un premier enfant, Liliane, née en 1935. Et Esther ne vivait donc plus au domicile de ses parents du 66 rue de Cléry. Cet appartement familial était constitué de 2 pièces, d'une cuisine. Il était situé au deuxième étage de l'immeuble, à droite, sur le palier de l'étage. Il y avait là principalement un ensemble de lits, une table, des chaises et un poêle à charbon. Et la guerre est arrivée. Le Paris des petites rues n'avait plus lieu d'être. Le Paris occupé était devenu la réalité, occupé par les Allemands et trahi par les collaborateurs français. Le juif était devenu l'emblème des malheurs français, tandis que certains Français dits de souche achetaient leur bonne conscience en dénonçant leurs voisins et en faisant leur révérence au maréchal Pétain. En mai 1944, Jacques travaillait dans le magasin de vêtements Rafale, situé à Paris. En tant que juif, il fut interpellé sur son lieu de travail par la milice française, suite à une dénonciation. Puis la milice parvint à trouver le domicile de 66 rue de Cléry, où logeaient tous les membres de la famille. Élie, Emma, Madeleine et Suzanne furent donc arrêtés. Esther était alors en visite chez ses parents et fut donc également arrêtée. Quasiment à la même date, semble-t-il un peu avant, mon père Victor, habitant alors dans le Vaucluse, fut également arrêté. Quant à Jean, le petit frère, le destin lui fut favorable. Lors d'une rafle, la directrice de l'école l'a caché au sein de son appartement. Ainsi épargné par la rafle, âgé de 9 ans, Jean fut pris en charge par des amis, qui avaient une maison dans un village éloigné, en pleine campagne, où il resta jusqu'à la fin de la guerre. Dans le début de la guerre, la famille de mon grand-père avait certainement songé à fuir, mais l'argent manquait. Élie, Emma, Esther, Madeleine, Suzanne arrivèrent à Drancy le 21 mai. Mon père arriva à Drancy le 18 mai 1944 et en partit le 20 mai. Le 20 mai 1944, mon père fut déporté par le convoi 74 en direction d'Auschwitz. Le 30 mai 1944, Élie, Emma, Esther, Jacques, Madeleine et Suzanne furent déportés par le convoi 75 en direction d'Auschwitz. Que signifiait la déportation dans l'esprit des détenus et dans celui de Victor? La question juive avait été suffisamment mise au centre de la propagande de Vichy pour que chacun ait pu se faire une idée. Mais est-ce que le pire pouvait être envisagé? Probablement pas. Même Victor, relativement lucide quant à la gravité de la situation, veut croire à une suite supportable des événements. La rumeur du débarquement allié est présente, les Américains sont déjà bien installés en Italie, les Russes avancent. Victor reste confiant dans l'idée que la guerre ne peut plus durer très longtemps. Donc, d'une certaine manière, l'on peut dire qu'il accepte d'affronter son sort considérant qu'il estime limité dans le temps et se refuse donc à immédiatement tenter une évasion qui, si elle échouait, signifierait la mort.
Peu de gens croyaient au pire. Rien dans l'histoire du monde ne pouvait constituer une référence fidèle à ce que les nazis avaient décidé de mettre en œuvre. L'homme normal ne sait pas que tout est possible, comme l'écrivit après la guerre l'écrivain David Rousset. Parmi les déportés de son convoi, certains croient qu'il ne s'agit uniquement de transports de prisonniers destinés à travailler en Allemagne. D'autres, à leur arrivée à Auschwitz, demanderont où se situe le parc pour enfants dont ils avaient entendu parler. Le voyage de Rancière à Auschwitz se déroule dans des conditions difficilement imaginables, même si elles ont été si bien décrites par David Rousset dans son livre Les jours de notre mort. Lors du voyage qui traverse toute l'Allemagne, en faisant des détours invraisemblables, Victor constate les effets des bombes américaines en bien des endroits. La vie dans les wagons est atroce, les femmes ont beaucoup de courage. Mon père tente de garder sa bonne humeur avec le soutien de ses quelques amis. Le train s'arrête pour que les détenus fassent leurs besoins en commun, hommes, femmes, enfants. Il faut imaginer ce que peut représenter cette scène au bord d'un champ sans relief. Les uns ayant la vue sur les déjections des autres, considérant par ailleurs les mœurs pudiques de l'époque. C'est du reste une scène que mon père avait initialement écrite sur son livret, avant finalement de la gommer, jugeant qu'elle était trop dégradante pour l'image de l'homme. Puis les sentinelles viennent dans les wagons et collectent les objets de valeur, les cigarettes, les montres. Victor ne donne rien et brave le chef du wagon. Il y a des morts dans le wagon et le train repart. Le 23 mai vers midi, le train arrive à destination, à Auschwitz-Birkenau. La réalité est terrible, le bagne, les baraquements, les fils de fer barbelés, des bagnards qui se battent autour des grosses valises qui ont été déchargées sans aucun classement. Les femmes sont terrifiées et pleurent. Les SS ouvrent les wagons. Les bagages à main sont enlevés par les bagnards. Ceux-ci sont polonais, allemands. Quelques-uns sont juifs. Les quelques premières paroles échangées font comprendre à tous que peu seront sauvés, qu'un tri est fait pour prendre les meilleurs hommes dans le but de les faire travailler. Les morts et les fous sont traînés dans un coin. Dans la file de sélection, l'officier allemand veut envoyer Victor dans la file de la mort immédiate. Heureusement, Simon, situé juste derrière Victor, a le courage de dire à l'officier que la mauvaise mine de son ami est simplement due au voyage, mais qu'en réalité, c'est un très bon travailleur. L'officier allemand change d'avis. La vie de Victor est sauve. Simon a donc été du premier sursis donné à mon père. Une fois le tri terminé, 250 hommes sélectionnés se mettent en route pour le camp d'Auschwitz. Auschwitz 1. Arrivé à 3 heures de l'après-midi. Comme il me l'avait indiqué, à son arrivée à Auschwitz 1, s'agissant du camp, mon père eut plutôt une bonne impression. En effet, à la différence du Birkenau, Auschwitz 1 est fait de blocs en maçonnerie, en briques rouges, avec jardin. Les rues sont bien tracées, avec trottoirs, chaussées en pierrés. Bref, ce camp relève d'une construction de belle nature, à la différence des autres camps tels que Birkenau, construits sur terre et sur boue, sur détritus et poubelles. À l'arrivée, Victor aperçoit même quelques civils et des bagnards, dont certains ont plutôt bonne mine. Par la suite, Victor apprendra que ces derniers sont en fait des Polonais et des Allemands, ce qui peut expliquer le pourquoi du comment. La suite le ramène à la réalité. Victor est conduit dans des douches et tatoué au bras gauche, matricule A5166. Les bagnards sont fouillés par des Polonais qui se ruent sur tout ce qui peut être volé. Les effets personnels sont définitivement perdus. Toujours des coups. Vers 20 heures, les bagnards sont mis nus dans la rue, dans une attente interminable. Victor souffre d'une façon terrible, exténué, rasé totalement. Les bagnards peuvent se mettre au lit après bien des volets infligés à certains. La chambre est de 80 lits dans le bloc de quarantaine, avec quelques 300 ou 400 bagnards, principalement juifs ou russes, ce qui donne lieu à des injustices. Victor est avec Jaco Cohen, dont le frère a été mis à part au moment du contrôle. En ce jour du 26 mai 1944, la quarantaine se poursuit.
Des appels interminables, des injustices pour la répartition de la nourriture, des coups, des sanctions sans aucun motif, des nuits passées au garde à vous. Victor est convaincu qu'il faut se méfier de tout et de tous. Des chefs de bloc, des capots, des proéminents, des Polonais et même des Juifs. Certains liens ont pu se créer avec les anciens détenus, français ou juifs français. Ces derniers racontent les horreurs des camps de concentration, et Victor commence à se rendre compte que seul un miracle lui permettra de s'en sortir. On lui prédit un travail infernal et une mortalité très élevée. Dans les premiers jours, la nourriture lui semble être en quantité suffisante pour survivre. Le soir, il n'y a pas grand-chose, mais le midi, on peut arriver à manger pas mal de soupe. Certains, par leur travail, par leur connaissance de la langue allemande, arrivent à avoir un traitement qui leur permette de vivre mieux que les autres. Seulement le juif est le plus mal vu, et Victor sait qu'il ne pourra compter que sur lui-même. Au matin du 2 juin 1944, le capot vient chercher les bagnards comme un marché d'esclaves. Première sortie du camp pour mon père. 6 heures du matin, défilé avec musique. Salut au SS. Le commando dans lequel Victor est affecté n'est pas mauvais. Victor charrie du sable tout le jour. Midi, bonne soupe, le soir entrée en musique, puis appel, pain et coucher. Ce même jour, par le convoi 75, arrivent Élie, Emma, Esther, Jacques, Madeleine et Suzanne Driet. Esther, âgée de 32 ans, et Jacques, âgé de 22 ans, sont sélectionnés pour le travail. Élie, 69 ans, Emma, 46, Madeleine, 13, et Suzanne, 5 ans, sont gazés puis brûlés. Le lendemain, Victor tombe sur un sale commando. Le travail consiste à répandre de la chaux sur un terrain labouré. Il y a des coups sans arrêt. Les caïds se plaisent à faire toutes les brimades possibles. Comme beaucoup de ses camarades, Victor a les yeux brûlés, en raison de son contact avec la chaux. Certains, dont Victor, réussissent à obtenir des soins médicaux. Cet épisode lui offre un peu de répit. Ces derniers jours, Victor eut la tentation de se suicider, mais il n'en a pas eu le courage. Devant les coups pour la soupe, pour le pain, pour les lavabos, les coups au travail, il a songé que le combat n'en valait plus la peine, mais la vie a pris le dessus. Ce 8 juin, Victor retrouve son frère Jacques. Arrivé à Auschwitz le 2 juin, Jacques raconte son transport réalisé avec tous les membres de la famille. Victor comprend qu'il ne reverra plus jamais ses parents ni ses petites sœurs. Quant à Esther, sa sœur aînée, un espoir est permis. La survie devient de plus en plus difficile pour Victor, les coups pleuvent. Victor ainsi que son frère Jacques ne sont pas épargnés, beaucoup de morts. Mais Victor a la chance d'être affecté dans le même commando que Jacques. Or Jacques est très bien vu et Victor en bénéficie. Mon père me racontait que Jacques se plaisait à chanter de temps en temps pour conjurer la mort ambiante. Sur ce même thème, citons un ami de mon père, également rescapé, qui m'a raconté l'anecdote suivante. Il lui était arrivé d'être obligé de chanter toute la nuit au bas d'un mirador, sur ordre de celui qui se trouvait à son sommet, pour aider ce dernier à rester éveillé toute la nuit. Alors le détenu s'improvisait dans des chansons dans lesquelles il modifiait les paroles originales pour d'autres paroles qui lui plaisaient davantage, avec des choses comme des insanités, bande d'enfoirés, etc. Sachant que le gardien du Mirador ne comprenait pas le français. Le détenu, en échange de sa prestation, reçut un pain, mais qui lui fut volé par d'autres détenus. Le 4 juillet, un cas de scarlatine oblige un groupe de bagnards à rester au bloc, en quarantaine. Pas de travail pour 15 jours, mais presque pas de nourriture et la folie gagne certains. Le 19 juillet, la quarantaine est terminée. Victor, affaibli par la malnutrition additionnelle, reprend le travail en compagnie de Jacques. Les nouveaux arrivés racontent que les Américains sont près de Paris. Victor sent qu'il ne pourra pas tenir plus de 2 mois et se raccroche à l'espoir de la venue des Américains. Le 2 août, Victor retrouve Gaston, venu par le convoi du jour. Il s'agit de Gaston Seknazi, né le 7 avril 1901 à Tunis, l'un des enfants de la famille Seknazi, dont Esther Seknazi est la mère de Julie Taïeb. Gaston est parti par le convoi 77 du 31 juillet 1944. Gaston est totalement ahuri et ne réalise pas du tout pourquoi il est là. Il semble ignorer toute la question juive, de la finalité du régime hitlérien. Il se figure que les Allemands lui doivent des comptes. Il a vécu en zone libre, jusqu'à présent, et, pour reprendre les termes de mon père, Gaston a trouvé le moyen de se faire arrêter après le débarquement.
Victor sent l'épuisement venir, mais le destin lui sauve la vie. En ce jour du 17 août, un bagnard lui casse le doigt avec une masse, lors de travaux de terrassement. La circonstance amène le capot à décider de punir sévèrement le responsable de l'accident et à mettre Victor au repos pour quelques jours. Victor arrive à garder le contact avec son frère Jacques, ce qui redonne de l'énergie à chacun des deux. Toujours bien vu par le capot, Jacques continue son chemin en gardant à la fois force et morale. Autour de lui, certains de ses amis s'effondrent, tel Gaston, qui prend beaucoup de coups. Le 23 septembre, Victor sort du bloc Schonung et constate les dégâts du mois qui vient de s'écouler. Le capot a rendu la plupart des Juifs dans un état squelettique, ayant perdu conscience d'eux-mêmes. Gaston est très mal en point. Le soir du 2 octobre, un appel a lieu sans prévenir. Tous les bagnards sont mis nus devant un officier qui prend note des matricules de ceux qui doivent être cassés. L'officier s'arrête devant Victor. Et après un moment d'hésitation, renonce à le sélectionner pour la chambre à gaz. Jacques, toujours bien debout, se situe juste derrière Victor. Et ne serait-ce que par la similitude de son physique avec celui de son frère, peut-être que cela a aidé à faire pencher la décision de l'officier dans le bon sens. Mais Gaston a été noté. Je ne sais si à l'instant où l'officier allait sélectionner mon père, si ce dernier éprouva ou non un quelconque sentiment de soulagement pour une souffrance qui allait mourir avec lui, ou plutôt de détresse à l'idée de ne pas pouvoir poursuivre le combat. Mon père est parti de ce monde avant que mes rapports avec lui m'aient permis de traiter ce genre de questions. 2 jours après, 800 juifs passent au crématoire. Gaston en est. Mais aussi Bernard, Rapoport, Clarence, Feder, autres amis, Dédrier. La France, par un arrêté du 8 décembre 2000, portant apposition de la mention mort en déportation sur les actes et jugements déclaratifs du décès, a déclaré Seknazi Gaston, né le 7 avril 1901 à Tunis, Tunisie, décédé en octobre 1944 à Auschwitz-Birkenau, Pologne, est mort pour la France. Comme pour les autres déportés français, cette mention sera également attribuée aux autres membres de la famille morts en déportation. 15 novembre. Les mauvais jours continuent. La lutte est très dure. La régularité de l'existence rend Victor abruti, qui espère encore tenir jusqu'à décembre maximum. Même Jacques commence à s'affaiblir. 8 décembre. Jacques est frappé très violemment par le capot. Victor et Jacques sont de plus en plus réduits à s'en sortir par eux-mêmes. Leurs amis, pour la plupart, ont été gazés et l'hiver arrive. La nourriture est très pauvre. La faim s'annonce. La survie se résume à des acrobaties continuelles pour se tenir aux branches. Le destin se présente une nouvelle fois pour modifier le cours des choses. Le 10 décembre, le capot des pompes commando vient chercher une équipe de bagnards. Jacques se porte volontaire, Victor est de la partie. Si bien qu'un groupe de 30 personnes partent ainsi habillés de neuf pour la Tchécoslovaquie, pour retirer des bombes non éclatées, et 2 SS sont aux commandes. Tout le monde prend le train et arrive à Téchine. Les bagnards sont mis en cellule et reçoivent un pain par personne, ainsi que 4 parts de margarine et de saucisson. Un gueuleton inestimable, en faveur de ceux qui avaient été sélectionnés pour ce travail. Vu les risques de l'opération, les SS ne s'approchaient pas trop des bagnards, au grand soulagement de ces derniers. Le travail en pleine montagne, dans le froid et dans la neige est très dur, mais les bagnards retrouvent quelque peu l'atmosphère de l'espoir de la liberté par leur présence en terre tchécoslovaque. Et ils ont quelques liens avec la population tchèque. Du reste, mon père me disait que les Tchèques ont été très accueillants. Du reste, l'histoire montrera que ces derniers ont aidé à la libération de nombreux prisonniers. Mais les organismes sont mis lourdement à contribution. Le travail se fait à main nue, en bras de chemise, par -25, et la terre est gelée. Ayant toujours une personnalité relativement hors du commun, Jacques continue de chanter, de temps à autre, ce qui suscite un certain étonnement de son entourage, et même de la part des SS. Le 25 décembre, Auschwitz est bombardé. Le commando est reconstitué pour enlever les bombes non éclatées. Un froid horrible, un travail terrible. Début janvier 45, Jacques part en Haute-Silésie pour déterrer des bombes. Victor, quant à lui, travaille au Bohof, où il crève de faim et de froid. Mais à voir ces femmes qui charrient des briques par ce temps, Victor continue à vouloir rester debout. 17 janvier 1945, ce soir après l'appel,
Victor apprend que les Russes sont à quelques kilomètres et que le camp risque d'être évacué. Effectivement, vers minuit, quelques commandos sont désignés pour partir. Victor est dans le coup et va devoir se séparer de Jacques. Ici s'arrête l'histoire que je connais de Jacques. Il survécut jusqu'à l'armistice, après être passé par les camps de Grossrosen, Buchenwald et Dachau, à sa sortie d'Auschwitz. Esther survécut également à la déportation, après avoir fait Birkenau, où elle passa 6 mois, matricule A7103, et fit la connaissance de la femme politique Simone Weil. Puis elle fit Bergen-Belsen et Theresienstadt. Durant les années pendant lesquelles j'ai eu l'occasion de rencontrer mon oncle Jacques, entre 1970 et 1980, ce dernier n'était pas bavard sur sa déportation. Et j'étais très jeune pour me soucier du sujet. Le lendemain, le 18 janvier, à 10 heures du matin, les bagnards reçoivent du linge et de la nourriture, et prennent la route. Certains déportés, dont la maladie les vouait à mourir dans de brefs délais, ou ayant réussi à se cacher profitant de la désorganisation générale, et dont la chance leur fit éviter les dernières exécutions sommaires des SS, ont pu échapper à leurs bourreaux et ont été libérés par les Russes fin janvier, dont Primo Levi. Difficile pourtant de parler de libération, car de ceux qui étaient encore en vie, 80% allaient mourir dans les jours et semaines à venir. Sur la route de l'évacuation, des files d'évacués civils, des convois militaires, les bannières sont étirées sur plusieurs kilomètres. Tous les 6 mètres, un SS à gauche, un SS à droite, des chiens. Les bagnards marchent en file par 5, sans aucune pause. La marche est très pénible et rendue dangereuse par la neige qui est gelée. La nuit est arrivée et la marche continue. C'est une véritable catastrophe. Les gens tombent de fatigue, s'écroulent et sont abattus par les SS. Les enfants tombent les premiers. Victor reste debout, mais tient comme un automate. Après environ 55 km et 26 heures de marche, Victor ainsi que tous les rescapés arrivent au camp de Glewitz. De cette marche survivra également Simone Weil. Mais il y a eu beaucoup de morts. Victor a la joie de retrouver Simon, Maurice et Pomerance. Les bagnards s'entassent dans les blocs du camp de Glewitz. Victor se couche, dans un état d'extrême fatigue, après avoir épuisé toutes les provisions. Le 21 janvier, Victor se réveille au milieu des morts, qui jonchent le sol. La faim, le froid font leurs effets. Victor et d'autres bagnards trouvent un silo de patates et de rutabaga, qu'ils mangent crus. Les uns et les autres se battent comme des chiens, pour la nourriture, Victor notamment. Les SS indiquent que des convois vont être organisés pour évacuer le clan de Glewitz, pour se diriger en direction de Breslau. À raison de 150 individus par wagon, les bagnards sont entassés. Victor se retrouve avec son ami Simon. Le 24 janvier, le train roule toujours, aucun ravitaillement. Tous les jours, il y a des morts dans le wagon, à cause du froid, de la faim et surtout parce que les gens tombent les uns sur les autres. Ceux du dessous prennent tout le poids et succombent. Et puis il y a les proéminents qui commencent à se faire de la place. Ils ne reculent pas à tuer un homme. Depuis le départ, on compte 30 morts qui sont dépouillés par leurs amis. Les Français qui étaient avec Victor sont tous morts. Victor et Simon se tiennent dans un coin et tiennent en se battant continuellement. Le 28 janvier, le train roule toujours et Victor sent la folie venir. Simon n'a plus la force de tenir debout. Il s'assoit très souvent et malgré l'aide de Victor, il est maltraité, frappé, il a la figure en sang. Il n'y a plus de place dans le wagon, il doit y avoir 60 morts environ, ils sont tout simplement projetés par-dessus bord. Certains sont même achevés sans autre forme. 8 jours sans aller à la selle. Victor a pu avoir un pain en passant par la Tchécoslovaquie, grâce à l'aide de Simon. Les SS avaient également lancé des pains au hasard, et cela avait donné lieu à des bagarres terribles. Cela faisait 3 jours que Victor mâche sur son pain. Les nuits sont terribles, la neige, le froid, les batailles. Victor réalise que le voyage n'a pas de but et décide de s'échapper cette nuit. Victor persuade Simon de le suivre. Vers 8 heures, Victor saute du train. Il réussit son coup. Il tombe dans la neige. Victor suce de la neige et attend que le train passe. Au bout d'un moment, Victor se lève et prend la route. Matricule au bras avec un corps et un habit de bagnard, la fuite de Victor n'avait aucune chance de durer. Repris par les Allemands, son aventure se poursuit dans la prison de Dresde. Entre le 28 janvier 1945 et le 13 février 1945, je n'ai pas d'informations sur l'histoire de mon père. Détenu à la prison de Dresde, Victor s'attend à être exécuté à chaque instant. C'est là que Victor fait la rencontre du docteur Chauvenet, qui, à la sortie de la guerre, écrira un livre qui s'appelle Une expérience de l'esclavage, faisant mention de cette rencontre. La vie de Victor devait se terminer à Dresde par une sordide exécution d'une balle dans la tête, ou pendu,
au lever d'un petit matin. Mais les Alliés, Américains et Anglais, avaient mis dans leur plan la destruction totale de la ville de Dresde, ce qui se fit durant les quelques jours où Victor se trouvait dans la prison. Le 13 février 1945, les bombes tombent par milliers sur Dresde, détruisant maisons et édifices, tuant des dizaines de milliers de personnes, habitants et réfugiés. La prison de Dresde explose en flammes, beaucoup de prisonniers meurent dans les bombardements. Victor ainsi que le docteur Chauvenet en survivent. A scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. Static electrical discharge caused by intense cold mars these magnificent bombing shots. The day after the RAF strike at Dresden, B-17 bombers... C'est ici que s'arrêtent les notes dont je dispose, provenant de ses propres écrits pour raconter l'histoire de mon père. Pour appréhender la suite de l'histoire, nous pouvons nous référer aux échanges de lettres entretenus entre mon père et le docteur Chauvenet dès la fin de la guerre. Les voici. En juillet 1945, mon père écrivait au docteur Chauvenet. Ce dernier a écrit un livre racontant sa propre expérience de la prison de Dresde, de sa rencontre avec mon père, et mis leurs échanges de courrier en annexe. Le docteur Chauvenet décrit la vie dans la prison de Dresde. Deux points. Je cite. Il y avait là un peu de tout, quelques visages sans intérêt apparent et quelques types attirant l'attention. Très peu de Français, en dehors de Padan et de moi. Un juif, arrivé après moi, attira particulièrement mon attention. C'était Victor Driet, qui, avec son camarade Simon, avait été jeté du wagon qui les évacuait d'Auschwitz, comme on en jetait les multiples morts quotidiens. Leurs visages étaient impressionnants, même pour nous, et on y lisait l'horreur des choses indicibles. Par ce passage de ce texte, il apparaît que Simon a bien également sauté du train qui évacuait les bagnards de Gleiwitz. Son parcours a donc continué en parallèle avec celui de mon père. Pour corriger la phrase de l'auteur du livre, il ne s'agit pas de l'évacuation d'Auschwitz, mais bien de celle de Gleiwitz. Il ne s'agit pas non plus de corps jetés par-dessus bord, qui concernait les morts, mais bien d'une double évasion. Lors de l'explosion de la prison sous les bombes, le docteur Chauvenet prit la décision de ne pas s'évader. Il écrit ceci. Je cite. Sans guide, je n'osais pas aller plus loin et je regagnais la cuisine. Je supposais brûler, dans la galerie de bois de la prison, ceux qui avaient essayé de fuir. Et puis, où aller sans argent, sans papier, dans une ville inconnue et en ruine, sans provisions, sans force. Mon père a pris donc le choix de l'évasion. Il le raconte lui-même au sein de la lettre qu'il a adressée au docteur le 25 juillet 1945. Sa lettre commence ainsi. Victor Driet, 86 rue de Cléry, Paris 2e, le 25 juillet 1945. Mon cher docteur Chauvenet, je n'avais pas du tout l'espoir que ce soit vous qui répondiez à ma lettre. Je l'avais faite dans le but de renseigner votre famille. Aussi, j'ai eu une joyeuse surprise en recevant votre réponse. Je souhaite sincèrement que votre santé vous revienne bientôt et vous permette de continuer la bonne lutte. Je veux vous remercier pour les encouragements que vous nous donniez à Dresde. Les événements vous ont donné raison. La guerre s'est quand même terminée. Par la suite, à travers toutes les misères que j'ai traversées, je me raccrochais toujours à l'espérance que vous m'aviez donnée. La suite de mon aventure. J'ai réussi à sortir avec Henri par une lucarne au-dessus du tas de charbon. Sous le portail du présidium, nous avons aperçu Padan qui nous a quittés aussitôt. Je ne sais par quel miracle vous avez pu vous sauver des flammes dans le sous-sol, alors que, sous le portail, nous y avons souffert très longtemps, que les flammes nous entouraient et que nous allions y rester si nous n'avions pas traversé les flammes pendant quelques centaines de mètres. Au bord de l'Elbe, j'ai quitté mes habits rayés, une couverture sur le dos, et nous voici Henri et moi sur la route, avec les évacués civils. À Pirna, nous sommes restés ensemble 4 jours. Henri m'a quitté pour rejoindre son frère prisonnier. J'ai cherché à me faire passer pour travailleur et tenu encore 4 jours. Malheureusement, au contrôle, reconnu par mon matricule et ma tonsure, j'ai été pris et ramené en prison à Pirna. 3 semaines encore où je m'attendais à chaque instant à la punition pour ma nouvelle fuite. Drôle d'époque du reste en Allemagne, 2 mars 1945. Les prisons regorgeaient de tous les vagabonds qui affluaient des régions évacuées. J'y ai retrouvé la famine, les sales polonais, mais de détenus politiques très peu. Sorti de prison affecté à un commando de rayés à Pirna, remis d'uniforme. La mortalité dans le commando y était grande, le travail insoutenable, la vermine insupportable. Les coups à discrétion, et les chefs, comme ailleurs, de véritables assassins.
Vers le 15 avril, évacuation de Pirna, rien de comparable à celle d'Auschwitz. Il n'y avait plus la neige, ni plus les chiens, ni les coups de feu sans arrêt. Il y avait à manger. Malgré cela, il nous a été dur pour aller jusqu'à Leimritz en 4 jours. Le soir de notre arrivée, les Juifs ont été sommés de se présenter pour partir en transport. Je me suis encore caché. Et je me suis affecté à un transport de 3000 Ariens pour l'évacuation qui commençait le lendemain. Nous avons été délivrés dans le sud tchèque, après 17 jours de transport le 8 mai. Transport que vous avez certainement dû connaître. 80, 90, dans des wagons ouverts, très peu de nourriture, des coups, des brimades continuelles, très souvent des exécutions sommaires. Je vous signale que les Tchèques civils nous ont soutenus énormément. Ce sont eux également qui nous ont sauvé la vie en sabotant la voie et en intimidant nos SS. Quelques jours après, rencontré les Américains, j'ai retrouvé la France depuis près de 2 mois. Je n'ai pas embrassé la terre comme je l'imaginais. D'autres soucis nous attendent déjà. Mon jeune frère de 10 ans a été accueilli par des voisins quand mes parents ont été arrêtés. Mon frère de 22 ans, qui était avec moi à Auschwitz, a pu s'en tirer après avoir fait Grosshausen, Buchenwald, Dachau. J'ai eu le bonheur de le retrouver ainsi que ma sœur aînée, rescapée également de Birkenau, Bergen-Belsen, Theresienstadt. Mais dans quel état? De mes parents, de mes 2 petites sœurs, aucun espoir, sauf celui qu'ils n'aient pas eu conscience de leur sort. Notre logement retrouvé vide de son contenu, la santé très déficiente, mon travail, la chance d'une modeste place d'employé de bureau au dernier échelon. Mais tout cela importe peu, mon cher docteur, je suis plus heureux que d'autres. J'ai les souvenirs, les uns horribles, les autres pleins d'espoir, en la loyauté, en l'amitié de bien des amis. Je n'ai plus de nouvelles de Simon, Padan, d'Henri. En me relisant, je m'aperçois que je vous en dis plus que je n'aurais voulu. C'est peut-être la première fois qu'il m'arrive d'en dire tant. Il est vrai que vous êtes un de ceux qui avaient vu. Dans l'espoir d'avoir le bonheur de votre rencontre un jour, je vous prie de croire, monsieur Chauvenet, à mes sentiments très chaleureux. Victor Driet. Après Auschwitz, il y a donc eu Gleiwitz, puis une évasion du train, puis Dresde, puis Pirna. On retrouve également dans les archives internet une trace de mon père au plan de Flossenburg, en Allemagne. Certes, Pirna et Flossenburg étaient 2 camps liés dans leur organisation. Pour autant, mon père ne m'en a jamais parlé. Il semble bien que son parcours final ait été Dresde en Allemagne, puis Pirna en Allemagne, puis évacuation vers Leimritz en Tchécoslovaquie, jusqu'à la libération dans le sud tchèque. Dans les archives nationales, il est indiqué que Victor Driet fut libéré à Velezine par les partisans tchèques le 8 mai 1945 et rapatrié à Paris le 24 mai 1945. Victor trouva refuge chez sa tante Georgette Taïeb, sœur de sa maman Julie Taïeb, qui a échappé à la déportation et qui habitait au 86 rue de Cléry, raison pour laquelle la lettre destinée au docteur Chauvenet porte mention de cette adresse. En 2015, j'ai retrouvé la trace de la famille de Georgette Taïeb, dont les enfants habitent à Paris. Par la suite, la famille se réinstalla au 66 rue de Cléry. Le propriétaire de l'appartement avait donné un accord pour poursuivre la location de ce dernier à la famille Driet. Jean, le petit frère mis à l'abri pendant la guerre, retrouva sa famille, mais pour un temps seulement, car l'état de la grande fatigue des adultes de la famille, tous revenus des camps, ne permettait pas de prendre à charge l'éducation de Jean. Jean fut confié à des membres de la famille à Tunis, certainement chez la famille Taïeb Seknazi, puis fut placé en pension pendant quelque temps. Par la suite, il commencera une carrière dans la restauration. Esther retrouva ses 2 enfants, Michel et Liliane, qui avaient échappé à l'arrestation et que la nourrice avait gardé sous sa protection pendant les mois où leur maman était en déportation. Esther se remaria en 1947 et eut d'autres enfants, dont une fille nommée Sylviane. Esther poursuivit sa carrière professionnelle dans le domaine de la couture, et c'est du reste ses talents de couturière qui avaient aidé Esther à survivre à l'épreuve des camps. Jacques se maria en 1948 et poursuivit sa carrière de commercial à Paris. Quant à mon père, dès juin 1945, il trouva un travail en tant qu'employé dans une usine de chocolat et de confiserie, comptant plusieurs centaines de salariés. L'entreprise Foulon, du nom de son créateur, rue de la Réunion à Paris. En 2005, par le biais de sa fille Sylviane, j'ai rencontré Esther. Elle finissait sa vie dans une maison de retraite de la région parisienne. Je n'ai pas souvenir de l'avoir rencontrée par le passé. Âgée de 93 ans, elle était assez alerte, mais avait perdu une partie de ses souvenirs. Elle est décédée peu après. Mon père fut donc sauf de la déportation. Combien de circonstances ont croisé son destin pour qu'il en soit ainsi? Ne faut-il pas y lire autre chose que de simples circonstances? Parfois je relis son histoire concentrationnaire et en essayant de percevoir l'homme qu'il fut,
J'imagine les blocs, les barbelés, les bagnards, mais m'est-il possible de percevoir le reste? L'odeur, la peur, la pourriture, l'abandon, les lieux que certains témoins ont qualifiés d'anus du monde. J'ai le sentiment de partager un destin, car à le relire l'histoire de mon père, on est troublé par la destinée qui l'accompagnait pour le garder en vie. D'abord les camps de travail en France, Drancy, Auschwitz, les sélections, le travail de la chaux, les coups, le déminage des bombes, le froid, les privations, la marche du 18 janvier 1945, son évasion du train évacuant Gleiwitz, puis Dresde, son évasion de la prison sous les bombes, puis repris, mis en détention à la prison de Pirna, nouvelle évacuation en direction de Lemritz, puis nouvelle fuite, libération. Il est bouleversant d'être le fils de cet homme. On en ressent une multitude de sentiments, bien difficiles à écrire. Le sentiment de fierté est bien sûr prédominant. Il induit un devoir de mémoire, une volonté de dépassement de soi. Mais en plus de cela, il y a un trouble, né de l'impossible définition de l'homme qu'il était. Comment peut-on survivre à cela? N'est-il pas étrange, à l'exception des personnes qui furent directement exterminées, que tous les membres de la famille soient revenus? Quel est le sang que portent les Drillais pour résister à cette épreuve? L'histoire des Drillais, notamment celle de mon père, a donc largement touché la mienne. Comment pouvait-il en être autrement? Je remercie les compagnons de mon père, en premier lieu Simon, qui fut de toutes les luttes. Je remercie les Français courageux, ceux qui ont caché mon oncle Jean, et également la fille de ma tante Esther. Je n'éprouve aucune haine envers les Allemands. Ils ont subi l'hitlérisme, et même si certains savaient, on ne peut demander à des individus isolés de combattre un système autoritaire organisé. J'invite chacun à écouter le témoignage du commandant de Treblinka, qui, en dehors de tout enjeu lié à son témoignage et qui n'était pas devant un tribunal, indique qu'il ignorait avant son arrivée à Treblinka la réalité du camp. J'invite chacun à écouter les nombreux témoignages de la secrétaire d'Hitler qui jure qu'elle ne savait rien des faits d'extermination. Du reste, pouvait-on imaginer Hitler confier ce genre de choses à sa secrétaire? Alors bien sûr, Goebbels, Himmler, Göring sont des monstres, et bien d'autres encore. Mais combien sont-ils les responsables? Combien étaient-ils à la genèse de l'idéologie? Ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui ont voulu y faire obstacle ont été assassinés. Je souhaite également que les générations futures sachent que parmi les Allemands, même parfois parmi les SS, il y avait des gens qui n'avaient absolument pas voulu être à cette place et à ce moment. Il y a eu parmi eux des gens qui ont pris des risques pour sauver des déportés. Je comprends tout à fait la mission que certains ont voulu prendre à charge, celle consistant à retrouver et faire juger les anciens nazis. Je comprends qu'il est essentiel que l'histoire soit expliquée, même si je suis sceptique sur l'idée que cela puisse aider à ce que le passé ne se répète pas. Pour autant, me concernant, je considère qu'il faut mesurer le poids que le passé peut avoir sur les nouvelles générations. Car, à trop vouloir sonder le gouffre, il peut arriver de tomber dedans. Merci.